Lors du premier confinement, on a imaginé une mobilité tout autre, bien plus apaisée, avec une ville sans voiture. Mais voilà, à la rentrée, les embouteillages sont revenus. Alors la question qu'on se pose ce soir dans le tram, c'est que faire pour arriver vraiment à une transition vers une mobilité fluide et durable ? Il y a un constat qui se pose, c'est celui qu'on est en train de se prendre la tête dans les bouchons depuis la rentrée. Il n'y a rien de fluide à ça. Damien De Rohan, vous êtes expert en mobilité du futur. Donnez-nous une petite explication par rapport à cette situation. Alors, ce qui est intéressant à constater, c'est que la situation post-confinement, déjà il y a eu plusieurs confinements, est problématique, mais elle est née pendant le confinement. Parce que si vous vous souvenez, pendant le confinement, on a continué à conduire, on a continué à rouler, on allait faire ses courses. Oui, mais bien moins que ce qu'on voit aujourd'hui. Ah, justement, et donc c'était très très agréable. Donc, enfin retrouver le plaisir de conduire pour aller faire les courses, pour de temps en temps aussi aller sur son lieu de travail. Et petit à petit, lorsqu'on est sorti de cette situation, les gens avaient malheureusement pris le pas de trop utiliser, davantage utiliser leur voiture au détriment des transports en commun, au détriment de la mobilité douce. Donc quand on regarde un petit peu ce qui a souffert des périodes de confinement, c'est plutôt les transports en commun, puisque obligation de porter le masque, puisque danger ou en tout cas stress d'être contaminé, tout simplement. Et au niveau de la mobilité douce, pareil, on voit notamment que certaines sociétés de gestion de trottinettes électriques partagées ont même carrément fait faillite. Alors on pourrait se dire que quitte à conserver sa voiture, autant émettre le moins de CO2 possible. Pour ça, l'une des solutions qui se propose, c'est la transition vers la voiture électrique. Mais là aussi, on le voit, on n'arrive pas à avoir l'unanimité au sein de la population pour ce type de véhicule. Comment est-ce qu'on l'explique de nouveau ? Il faut peut-être regarder déjà là où ça fonctionne. Lorsqu'on regarde plutôt dans les pays du Nord, la Hollande, le Danemark, les pays scandinaves en général, dans plusieurs pays, on cite toujours la Norvège, où plus de 80% des ventes de véhicules sont électriques, eh bien, il y a vraiment tout un puzzle qui s'est mis en place. Ce n'est pas simplement imposer la voiture électrique ou simplement des primes, c'est également des aides au niveau des emplacements de parking plus faciles, gratuits, des bornes. Les infrastructures, c'est aussi une question de mentalité. Si vous êtes dans certains pays scandinaves à hauteur du cercle polaire, ça fait plus de 50 ans que les gens ont l'habitude de brancher leur voiture le soir, bien avant la voiture électrique, puisqu'il y avait déjà les systèmes de préchauffage de votre voiture pour que ça démarre en hiver. Donc c'est également une question de mentalité, toute une série de soutiens. Donc d'une part, des primes et des choses positives, mais également, donc c'est quelque part un peu manier la carotte et le bâton, puisque les véhicules thermiques sont de plus en plus pénalisés là-bas. Dans la circulation, on voit aussi beaucoup de voitures de société et ça va être sans doute un levier, c'est un levier pour entamer réellement cette transition vers une mobilité fluide et durable. On en est où avec ces voitures de société ? Est-ce que la politique qui l'encadre, la fiscalité notamment, est suffisante pour convaincre les entreprises de basculer ? Alors au niveau des entreprises, je ne pense pas trop que ce soit un problème d'électrification. Lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que, et c'est peut-être une spécificité à la Belgique, les voitures électriques en société commencent vraiment à se développer. Et les plug-in hybrides, donc les hybrides rechargeables, là il y a carrément une explosion. Tous les diesels petit à petit sont remplacés, pas pour les beaux yeux de la planète, honnêtement c'est pour des raisons purement fiscales. On est peut-être une exception en Europe d'avoir des voitures plug-in hybrides, donc hybrides rechargeables, quasi aussi déductibles que la full électrique, donc quasi déductible à 100%. Donc on voit quand on regarde les chiffres qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui se sont électrifiées qu'au niveau des particuliers. Là au niveau des particuliers, et quelle que soit la région d'ailleurs, il n'y a pas de prime. Là nouveau, malheureusement c'est une exception belge. Au Luxembourg il y a des primes dans tous les pays limitrophes. Il y a des primes pour aider les particuliers à passer à l'électrification. Lors d'une précédente émission dans le tram sur la voiture électrique justement, l'un des invités disait que le premier contact via l'entreprise d'une voiture électrique, ça pouvait convaincre ensuite le particulier d'acheter. Mais moi je m'interroge, est-ce qu'il y a un apprentissage suffisant lorsqu'on met dans les mains d'un employé une voiture électrique ? Parce que j'ai l'impression, notamment pour les plug-in hybrides, qu'on va beaucoup plus rouler sur le moteur thermique au final. Complètement. Alors, merci de me poser la question, c'est un petit peu mon métier de former également déjà les vendeurs de tous ces véhicules
pour qu'eux-mêmes passent le message. On se rend compte qu'il y a encore énormément de doutes sur le côté pratique au quotidien, pour partir en vacances. Où puis-je recharger, dans quelles conditions, combien ça va me coûter. Également, est-ce que je peux rentrer dans un parking, ça peut exploser. La question économique, bien évidemment, et la question écologique entre les fameuses terres rares, l'utilisation. Est-ce que je vais du coup faire tourner des centrales au charbon parce qu'on a déplacé le problème? Est-ce que c'est recyclable, etc. Donc il y a encore énormément de questions pour lesquelles il y a des réponses. Et à chacune de ces questions, clairement, la voiture électrique ou électrifiée est dans tous les cas gagnant par rapport à toute forme de thermique, essence, diesel, CNG, LNG ou autre. Ben, merci beaucoup pour votre expertise. En tout cas, vous l'avez dit, hein, il y a encore énormément de questions qui se posent. Il y a aussi cette transition qui va arriver. Hein. En 2030-2035, la vente des voitures neuves, essence et diesel sera interdite. Donc il va bien falloir changer les choses. En attendant, pour l'histoire de la mobilité fluide et durable, là on a vu la voiture, on va voir tout le reste de la mobilité maintenant. Ophélie Durand, vous êtes experte mobilité durable chez Arcadis, qui a un bureau d'études qui s'occupe des infrastructures et de la mobilité. On l'a entendu en première partie, c'est vraiment une question de mentalité qui doivent être changées, c'est ça la priorité ? C'est les mentalités et aussi les habitudes. Nos habitudes vont déterminer en grande partie nos comportements de mobilité. Et pour changer ces habitudes, il faut sortir de sa zone de confort. Ce qui n'est pas facile. Voilà, ce qui est facile pour personne. Ça nécessite aussi de donner accès à l'information et d'aider les personnes dans la transition. Certaines personnes ont besoin d'un accompagnement pour changer leurs habitudes. Et aussi, c'est accepter que pendant un temps, on va perdre un peu de temps, justement, on va perdre un peu de confort, le temps de s'habituer à des nouvelles choses, à des nouvelles façons de se déplacer. C'est sûr que de passer de la voiture à un vélo, quand on a des enfants, on a l'impression que c'est insurmontable. Voilà, c'est un ajustement à faire. Ouais. Donc ça nécessite un engagement individuel, mais cet engagement individuel, il peut et surtout il doit être soutenu au niveau de la société en général. Alors, il y a aussi la question de l'aménagement du territoire. Parce que là, on est en train de parler à Bruxelles. Oui, forcément, on se dit que ça peut être facile de passer d'un mode de transport à l'autre. Sauf que, en fait, plus on s'éloigne de l'épicentre de la ville, plus ça devient compliqué. Quel est le constat qu'on peut dresser sur ces deux facteurs, aménagement du territoire et mobilité ? En effet, donc, le lieu où l'on vit, où l'on travaille, où on a ses activités va complètement déterminer nos besoins en déplacement. Si en effet on habite dans un endroit excentré, on aura plus besoin d'une voiture individuelle pour aller au travail, aller chercher les enfants. Donc c'est là où il y a l'enjeu complètement de l'aménagement du territoire. C'est comment on va reconcentrer les activités, les fonctions de la ville. C'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, pour que tout soit plus près de nous. Et comme ça, on réduit les besoins en déplacement. Y compris alors les tours de bureaux, c'est ça l'idée, c'est d'avoir une mixité des fonctions pour éviter de devoir faire 50 km pour aller par exemple au travail tous les matins. Et c'est aussi assurer que ces nouveaux, disons, bassins de vie qui sont un petit peu plus concentrés sont desservis de manière multimodale. Comme ça, on réduit la dépendance à la voiture individuelle. Ce sur quoi on est tout de même en train de travailler à Bruxelles de manière assez importante. Vous l'avez dit dans la première réponse, il y a aussi une question d'accompagner cette transition de mobilité. Est-ce qu'il existe des outils pour faciliter justement cette transition ? J'en ai quelques-uns en tête, mais je vous laisse répondre. Donc en effet, oui, il y a de plus en plus d'outils. On peut penser tout simplement aux applications mobiles qui relèvent de ce qu'on appelle le Mobility as a Service, MaaS, donc qui permettent d'avoir une vue immédiate de toutes les options de transport qui sont disponibles autour. Sortir du train, sauter dans un bus ou prendre une trottinette. Et d'acheter le ticket de transport directement sur l'application. Par exemple, nous, chez Arcadis, on utilise l'application Olympus pour nos déplacements professionnels. Il y a également le budget mobilité qui chaque année s'élargit. Pour les entreprises, ça, exactement. on précise, ouais. Mais qui reste encore assez limité Parce qu'on va quand même choisir la voiture de société dans la plupart des cas. Exactement. En fait, on estime qu'il y a environ 1/5 des voitures en circulation en Belgique qui sont des voitures de société, qui proportionnellement ont tendance à rouler plus que les autres voitures. Donc c'est là où les employeurs ont vraiment un rôle à jouer en mettant à disposition ces alternatives de manière plus systématique, plus facile aux employés. Alors on a parlé aussi des infrastructures tout à l'heure liées vraiment aux voitures électriques, mais on peut penser à d'autres infrastructures, hein, notamment pour les vélos. Est-ce qu'on en est où là à Bruxelles ?
Plutôt Donc, bon élève? ça avance, il y a des progrès. En effet, les infrastructures, ça va déterminer aussi les modes de transport qu'on va La utiliser. facilité aussi de pouvoir se garer, enfin laisser son vélo en sécurité. Tout à fait. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire. Par exemple, nous, on travaille sur le projet de réaménagement de la Toison d'Or. Donc il y a une portion de la petite ceinture où on compte en surface jusqu'à 17 bandes qui sont liées à l'utilisation de la voiture, que ce soit du parking ou de la circulation. Donc sans compter les bandes en plus en souterrain du tunnel. Et donc c'est là où il faut rééquilibrer l'espace pour permettre d'améliorer l'efficacité, le confort, la sécurité des autres modes de transport, que ce soit le vélo, mais aussi les piétons, les transports en commun pour éviter que les bus soient coincés dans les embouteillages. Donc il y a ce rééquilibrage à faire au niveau des infrastructures. Mais les infrastructures, c'est aussi de donner l'accès aux autres modes de transport. Si je prends l'exemple de la Flandre, ils développent très fort ce qu'ils appellent les mobipunten, qui sont des hubs de multimodalité à l'échelle du quartier, implantés dans les quartiers, qui permettent de louer pour quelques heures un vélo cargo, une trottinette ou même une voiture si c'est nécessaire. Bon, de quoi s'inspirer du coup, pas si loin de Bruxelles au final. Merci Exactement. beaucoup Ophélie pour ces précisions. Bon, on l'a compris, hein, la transition vers une mobilité fluide et durable, elle va mettre encore pas mal de temps et on a eu quelques éléments de réponse. Peut-être que revoir l'ajustement ou l'agencement de la ville serait l'une des pistes de solution. Merci de nous avoir suivis ce soir encore dans le tram. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.